Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'ai l'impression que les autres ne savent pas qu'on commence à 8 heures et non pas à 8h30. J'ai complètement oublié de mettre à jour le calendrier, mais pour moi, vous saviez déjà. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous proposez qu'on attend les autres ou on commence? Je ne sais pas si tout le monde sait, je viens de mettre à jour le calendrier. Donc, je suppose je suppose qu'il vient de recevoir l'information. Mais bon, c'est pas le ramadan, donc normalement, automatiquement, on commence à 8 heures. Bon. Bon, je vous propose d'attendre encore peut-être 10 minutes. Vous avez un cours à 9h30? Vous avez un autre cours? 9h40? Ok, Computer Vision à 9h40 avec Monsieur Larabi. Effectivement, c'est vrai que Monsieur Larabi est après moi. Ok, donc on attend peut-être 5 minutes, maximum 10 minutes et on commence, maximum. Mohamed, est-ce que les autres savent qu'on commence à 8 heures? C'est juste qu'ils sont pas là ou Normalement, oui. normalement automatiquement? Malish, on n'est pas nombreux, vraiment pas nombreux, donc on essaie d'attendre juste encore un petit peu et on commence. 5 10 minutes max et on commence.
Bien, donc je pense qu'on peut commencer. Et je commence par partager mon écran. Une minute. Est-ce que j'ai tout ici? Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Parfait. OK. Comme je vous ai dit, donc on a terminé la partie algorithme classique. Donc, on a vu la régression linéaire, la régression logistique, on a vu toutes les bases, donc comment on applique la descente du gradient, comment on applique la propagation, la propagation en arrière. Donc, deux algorithmes différents. Mais donc, la propagation, on avait dit que la propagation en arrière utilisait en dernière étape l'algorithme de la descente du gradient. Et, mais c'est utilisé après avoir fait donc l'étape de propagation en arrière et on avait dit que ça nous permettait de gagner beaucoup de temps que si on avait donc utilisé une descente du gradient sur tout l'ensemble de nos paramètres. Donc c'est très coûteux d'utiliser. Donc là, on était sur une centaine de paramètres dans le TP qu'on a vu, mais on va voir donc plus tard qu'on peut arriver jusqu'à des millions de paramètres, surtout quand on est dans l'apprentissage profond. Et donc, je vous ai dit, donc, on est passé par les étapes classiques parce que c'est des bases et parce qu'on va aussi les utiliser dans l'apprentissage profond. Euh, je suppose maintenant que vous serez tout à fait à l'aise à comprendre tous les concepts ou du moins la majorité des concepts de l'apprentissage profond. Donc, ce qui nous reste, et j'insistais sur l'apprentissage profond pour votre module, car c'est très intéressant. Ça nous intéresse en tant que spécialiste en vision par ordinateur et aussi en tant que data scientist. Donc, demain, vous allez travailler, vous serez à l'aise, que ce soit dans la vision par ordinateur comme dans l'analyse de données. Et donc, pour ce qui nous reste, pour les 3 séances qui nous restent, 3 cours et 3 TP, donc on va essayer de chevaucher, de sauter un petit peu, de balancer un petit peu entre le codage et la théorie. Donc, on a pas mal de bagages concernant la théorie, que ce soit en vision par ordinateur, ce qu'on va utiliser, et en apprentissage automatique, c'est aussi ce qu'on va utiliser. Donc, on va un petit peu balancer entre la théorie et la pratique en analysant quelques codes. Et comme donc, je vous ai dit, donc, il nous restera à faire que l'apprentissage profond. On essaiera de toucher au réseau de neurones convolutifs, ça, vous avez déjà une idée. On essaiera aussi de toucher au réseau de neurones récurrents, ça c'est très intéressant aussi, notamment dans le traitement de la vidéo. Et on va aussi essayer de toucher au réseau de neurones adversal, génératif adversal, donc Generative Adversal Nets. Donc ça va être les 3 grandes thématiques de l'apprentissage profond qu'on va essayer de voir. Aussi, donc, on va essayer, enfin, en espérant avoir le temps suffisant, donc on va essayer de voir ensemble un petit peu donc, les corrigés des TP qu'on a déjà vus et on va essayer de prévoir des séances de questions où vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur les algorithmes précédents. Bon, j'espère qu'on aura assez de temps.
Mais sachez que même si on n'a pas de temps, on rajoutera les séances qu'il faudra à votre demande. Donc, si vous pensez, comme durant le S1, si vous pensez que vous avez besoin de plus de séances pour compréhension et pour réponse aux questions, donc il n'y aura aucun souci à le faire. J'ai une question, je ne me rappelle pas de vos examens, donc est-ce que vous avez un répit après l'arrêt de cours? Donc normalement on arrête en juin, quand est-ce que vous aurez vos examens? Normalement non, donc dès qu'on termine 5 juin, ok, bon. Bon, donc ça sera vraiment court pour faire des séances de révision après l'arrêt de cours. Euh, donc on fera notre possible pour le faire durant ces 3 semaines. Très bien. Donc, comme prévu aussi, donc je voulais vous présenter votre projet et là, donc, une négociation. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Donc, on présente le projet en lui-même, ce que vous devez faire, vous devriez faire si vous choisissez de le faire. Euh, et aussi, donc, le projet fait partie du contenu du cours d'aujourd'hui. Parce que le projet, ça va être justement un réseau de neurones convolutifs et c'est la première partie qu'on va aborder dans l'apprentissage profond. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce que c'est qu'un réseau de neurones convolutifs, une vision globale et encore un petit peu de détails. On essaiera de le voir directement en application. En application, donc on essaie de revoir l'article du premier semestre. Et donc, si vous vous sentez à l'aise pour faire les tâches qui restent, euh, donc vous choisissez de le faire. Sinon, donc comme on avait discuté durant le cours, on choisira de faire une interrogation, euh, soit durant l'examen, donc soit je choisirai un exercice de l'examen, soit ça sera après l'examen. Donc on verra. On verra ce qu'on va faire. Mais voilà, donc c'est un choix, soit faire le projet, soit faire une interrogation. Maintenant, si vous choisissez de faire l'interrogation, et il y a quand même certains étudiants, j'imagine, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup euh, de passionnés, donc s'il y a certains passionnés qui veulent quand même faire le projet, donc euh, vous pouvez toujours le faire et j'essaierai de trouver le temps pour le voir. Est-ce que ça sera compté comme note d'interrogation? Je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour voir votre projet du moment que vous aurez déjà, j'aurai déjà la correction. Euh, donc voilà. Si pour vous, vous voulez le faire, vous pouvez toujours le faire et vous voyez, en discuter. Donc soyez libre de faire ça. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucun souci aussi. Donc on choisira de faire l'interrogation. Mais la note va dépendre de votre vote. Voilà. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la note de votre projet? Notre projet, notre interrogation? Ça va? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes endormi? Vous êtes réveillé? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Ah, ça va. Ahlam, Ahlam, ça va. Ahlam, je sais que vous avez pris votre café, donc je pense que vous êtes réveillé. Oui, Pour les, justement, madame. pour les autres, ça va. Donc, pas de questions, j'imagine. Donc, je pense qu'on peut continuer. Très bien. OK. Euh, alors, mais je ne comprends pas pourquoi on est aussi peu nombreux. J'ai vu tout à l'heure Omar Salhi, il a l'habitude d'être là. J'imagine qu'il a un problème de connexion. Imad aussi, vous faites des allers-retours. J'imagine que vous avez un problème de connexion, mais autre que celui du S1. Hmm, je ne peux pas vous donner ça, Samy. Je ne peux pas vous donner ça parce que je n'ai pas le temps de le préparer. Oui, j'imagine qu'il a un problème, Omar, avec sa connexion. Donc, Samy, ça ne sera pas possible de faire un autre projet pour moi. Je ne peux pas vous définir un autre projet parce que je dois faire des préparations et je dois savoir quoi vous donner. Je dois savoir que c'est consistant et que c'est dans la thématique. Donc, voilà.
Ça sera le projet du S1, mais on va le voir ensemble, d'accord? Je vous ai dit, on va bien l'expliquer, on va voir exactement ce que vous allez devoir faire, et si vous ne vous sentez pas à l'aise, donc ne le faites pas, il n'y a aucun souci. Oui, Ahmed, je vois que vous avez des problèmes de connexion, Amayas aussi, je pense. Aujourd'hui, je pense que la connexion n'est pas bonne. Parce que, en fait, la majorité des étudiants de la section Madame, vont écouter. s'il vous plaît, par rapport au projet. Oui, Si on choisit de le faire, la remise, ce sera après les examens. ça sera après les examens, mais là, c'est un problème aussi parce que les délibérations, donc il y a un problème de délibération. Si les délibérations sont juste après les examens, et moi je vous laisse après les examens pour remettre, là, ça va ne pas me laisser assez de temps pour voir vos projets. Et I don't want to be unfair. Donc, je dois vraiment voir votre travail, bien l'analyser pour vous noter. Sinon, sinon c'est pas la peine de faire une note. Donc, ça dépendra des délibérations. J'aurai besoin au moins de 4 jours, 3, enfin minimum 3. Minimum 3 en travail acharné où je ne vois que votre projet, que vos projets. Vous êtes quand même assez nombreux. Il y aura assez de projets pour vous noter. Donc, si ça sera après les examens, ça sera 3 jours avant les délibérations. 3 à 4 jours avant les délibérations. D'accord? C'est clair par rapport au délai? Oui, madame. Et juste par rapport, madame, la... bien si on trouve une... Parce que la première partie, بدلنا كاع شوية باسكو ما لقيناش كيفاش pour le groupe تاعنا ما جاونيش سوا كيما هما. On a utilisé Camille alors qu'ils ont utilisé une méthode probabilité ou c'est Oui, si oui, c'est oui. possible d'utiliser une autre façon. Oui, oui. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer et vous allez voir. Donc, je vous ai dit, vous n'allez pas décider maintenant. Je vous laisse, je vous donne ce qu'on doit faire, j'explique bien ce qu'on doit faire et ensuite, vous aurez tout le temps de réfléchir pour décider. Moi, je ne suis pas pressée, d'accord? Donc, jusqu'à la fin de semaine, vous pouvez toujours prendre votre temps et discuter entre vous. Voilà. Bon, il nous reste une petite heure, donc on va essayer de faire ça rapidement. Et si on a besoin de faire plus que ça, on en discutera aussi mercredi. Très bien. Pas d'autres questions, s'il vous plaît? Amaya, c'est bon, pas d'autres questions? C'est bon. Très bien. Donc, let's go. Alors, je reviens sur l'article qu'on avait vu. Vous êtes this one, yes. Donc, Deep CNN and Geometric Features. Je vais juste mettre vos questions. Comme ça, je peux voir en temps réel. Donc, dans l'article, il propose d'utiliser Deep CNN and Geometric Features. Bien, donc dans la phase, donc ils ont utilisé d'abord, donc, tout le monde donc, a pu faire ça, amélioration du contraste, ça on a vu, donc durant le S1. Ensuite, ils avaient fait une segmentation où ils avaient pu avoir seulement les polypes. Et plusieurs d'entre vous, si ce n'est tout le monde, a pu faire une segmentation, même ceux qui n'ont pas utilisé exactement la méthode de l'article. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais, donc, pour votre projet, donc, si vous choisissez de le faire, vous n'êtes pas obligé de suivre cette segmentation et vous n'avez pas besoin d'utiliser la segmentation que vous avez déjà fait durant le S1, qui était manuelle. Donc, ce qu'on va essayer de faire durant le S2, c'est d'utiliser une segmentation déjà existante, notamment une segmentation en utilisant UNet.
Et on va voir tout de suite c'est quoi UNet. Et on va voir donc une implémentation de UNet. Et vous pouvez donc avoir directement vos résultats. Il y a déjà donc des modèles entraînés que vous pouvez trouver ou bien entraîner votre propre modèle. Durant le S2, donc, on va se focaliser totalement sur l'apprentissage automatique, bien sûr en utilisant quelques concepts du S1. Donc, pour la segmentation, toute la première partie, on ne va pas la voir. On va juste utiliser un résultat qui est le masque de segmentation. Et là, donc, encore une fois, même si on utilise le masque, on essaie de faire nous-mêmes la segmentation, mais en utilisant un réseau de neurones convolutifs, un autre encoder, et on va l'expliquer tout de suite. Et sinon, donc, si on a du mal, on va utiliser directement le masque de vérité terrain. Donc, notre tâche, ce n'est pas forcément de faire de la segmentation, même si on veut toucher au réseau de neurones convolutifs, mais on va les toucher au CNN ou RNC, on va y toucher dans la deuxième partie qui est la classification. Donc, on veut faire une classification avec des réseaux de neurones convolutifs. Alors, donc, Contrast Enhanced. La Contrast Enhanced, du moment que vous l'avez déjà implémenté, donc vous pouvez quand même utiliser, et ça, tout le monde l'a fait, je pense, j'ai vu vos TP, donc tout le monde a réussi à améliorer le contraste. Donc, vous avez le choix, soit utiliser le contraste et comparer les images, comparer la classification. Donc, on a vu durant ce semestre, c'est quoi une classification? On a vu les métriques. Donc, vous allez essayer de comparer, si vous le voulez, bien sûr, les images classifiées, donc le taux de classification avec les images auxquelles on a amélioré le contraste et les images qu'on a utilisées directement, les images brutes. Voilà, donc ça, c'est pour la première étape. Contrast elongating, donc encore une fois, vous pouvez utiliser l'amélioration du contraste comme vous pouvez utiliser les images brutes, comme vous pouvez utiliser les deux. Et là, donc je vais noter ça. Donc, étape 1, amélioration du contraste. Optionnel. On peut soit utiliser une Voilà, donc première étape qui est l'amélioration du contraste. Étape 2, segmentation. Donc, durant l'étape de segmentation, alors je vais réduire ça. Durant l'étape de segmentation, donc là encore, choix libre de l'algorithme de segmentation. Segmentation. K-means, unit. K-means et unit. Sinon, utilisez directement la vérité terrain. Voilà. Donc, étape 2 qui est la segmentation. Donc, eux, ils ont utilisé la segmentation. Alors, je reviens ici encore une fois. Donc, soit K-means. Alors, segmentation du S1. K-means, unit. Et on va voir c'est quoi unit. Et K-means, ça vous connaissez déjà. Et là, donc K-means, utilisez librairie ou code existant. Ici aussi, utilisez modèle pré-entraîné ou l'entraîné. Donc là, pareil, donc si vous avez un modèle qui est déjà entraîné, un modèle unit qui est déjà entraîné pour la classification des polypes, vous pouvez directement l'utiliser, comme vous pouvez
implémenter, entraîner vous-même le modèle. Soit, ou l'entraîner, pareil, donc transfer learning ou from scratch. Et on va expliquer c'est quoi from scratch et c'est quoi transfer learning. Voilà, donc ça c'est pour la segmentation et etc. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez pour la segmentation. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, donc idéalement, UNet ou autre DeepNet. Alors, question. Madame, on est libre d'utiliser les librairies? Yes, yes, totally. Vous êtes libre d'utiliser les librairies que vous voulez. Ce qu'on veut, c'est l'utilisation. Ce qu'on veut, c'est utiliser, toucher au deep learning, d'accord? Mais toucher, et ce que je demande surtout, on utilise des librairies, on utilise des codes, mais je veux une compréhension. Donc, ce que je veux, ça doit se refléter sur le rapport. Donc, que vous utilisez ce qui est existant. Vous prenez un code d'Internet, vous l'utilisez. Ce que je veux, c'est votre propre exécution. Votre exécution, vos propres résultats sur vos propres données et le rapport. Donc, expliquez ce que vous avez compris du code. D'accord Et ça, c'est pareil pour tout le projet. Quel que soit ce que vous utilisez dans votre projet, je veux que ça soit votre compréhension et que ça soit reflété dans le rapport. Voilà. Sinon, utilisez directement la vérité terrain. Donc là, pareil. Donc, sinon, au pire. Alors, au pire, donc au pire, utilisez directement la vérité terrain. Au pire, on a besoin, ça serait bien, ça serait vraiment bien d'essayer vous-même de faire de la segmentation. Pourquoi? Parce que les algorithmes de segmentation par deep learning sont différents des algorithmes de classification. L'architecture est différente. On parle d'auto-encoder au lieu de parler de enfin, on parle aussi fully convolutional, mais donc on ne parle pas de classification. Donc le output est différent. Et on va en parler tout de suite. Voilà, donc ça c'est l'étape 2. Étape 1, ça c'est bon. Étape 2, j'attends vos questions au fur et à mesure. Donc, je réponds dès que je vois votre question. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Très bien, je reviens vers l'article. Lesion detection, donc première étape, c'est la segmentation. La segmentation, c'est encore une fois la détection de la lésion. La détection de la lésion, c'est ce qu'ils ont fait dans cet article. On avance. Alors tout ça, ça ne nous importe plus. On peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser. Ça, on l'a défini dans le projet. Voilà, là, ça c'est important. Feature, Deep CNN Feature Extraction, là, on a besoin des features. Pourquoi on a besoin des features? Parce que c'est ce qu'on a fait durant notre semestre. Et on a vu que lorsqu'on avait traité des données pour faire de la classification, on les avait transformées en un vecteur. Et le vecteur, on a fait la transposée du vecteur pour avoir pour chaque ligne un exemple. Et c'est exactement ce qu'on veut faire ici pour la classification du polype. Donc, notre image, qui est une image colorectale, alors où est-ce qu'on peut voir ça? Donc, cette image, donc on a une image ici. Alors, on ne va pas utiliser cette dataset, mais on va plutôt utiliser. Alors, ça, je dois arrêter rapidement pour trouver les images. Extraire. Voilà. Je repartage. Donc, on a nos images original.
Donc ça, c'est notre image originale. Le polype qu'on est en train de voir ici, on va essayer de lui trouver sa segmentation. Donc si je prends ça, et je vais aller chercher sa segmentation. Alors c'était quelle image? 8. Donc ça, c'est notre segmentation. Ça, donc on va considérer que ça, c'est le segment qui nous intéresse. Alors je pense qu'on peut... Alors, les images, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les images, mais vous allez essayer d'utiliser les images qui semblent, qui donnent de bons résultats. Là, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, si vous trouvez donc, des images difficiles telles que celle-ci, il n'y a pas de problème de les enlever de votre base d'apprentissage. 43, je vais aller voir l'image 43. Voilà, donc ici, on voit que le polype est bien distingué. Donc là, notre algorithme de segmentation doit détecter ce polype. Bien sûr, si on fait la segmentation. Donc, alors, pourquoi je parle de cette image? Donc, cette image, si on utilise un algorithme classique tel que les algorithmes qu'on a vus durant ce semestre, on prendrait cette image et on va essayer, donc cette image qui est de taille combien? Qui est de taille 384 fois 288. Donc, si on était dans l'algorithme classique qu'on a déjà vu pour la classification, on prendrait tous ces pixels, donc c'est 96, non, elle est où la taille de notre image? 324, ça c'est en kilos. Bon, on n'a pas le nombre de pixels, c'est pas grave. Donc, 384 fois 288, donc ça sera un vecteur qui a une taille de 384 fois 288, un long vecteur, un flattened. Donc, un long vecteur qu'on va donner à notre SVM ou à notre réseau de neurones ou quel que soit. Donc, on va prendre ça et on fait de l'apprentissage. Mais ça ne nous intéresse pas parce que si on prend tous les pixels, on a beaucoup de chances de rater notre classification. Les pixels, ce n'est pas très représentatif. Donc, on va essayer de suivre le raisonnement de cet article et on va essayer d'extraire les caractéristiques. Et c'est quoi les caractéristiques? C'est très facile à voir. Donc, première caractéristique, c'est les caractéristiques géométriques. Et les caractères géométriques, donc on avait parlé de size, area, eccentricity, donc je vais essayer de chercher ça. Eccentricity. Voilà. Donc, les caractéristiques qu'on va essayer de trouver, ça va être area, solidity, major axis length, minor axis length, orientation, eccentricity, height and width. Donc ça, je reviens sur la définition de notre projet. Donc, étape 3, extraction des caractéristiques. Donc, au lieu de travailler directement sur les pixels, on va extraire les caractéristiques de forme. Pour les caractéristiques de forme, on a area. Area, c'est le nombre de pixels de la forme binaire, du masque binaire. Solidity, c'est l'inverse de eccentricity. Il y a des formules pour ça, mais vous n'avez même pas besoin de forcément comprendre les formules. C'est bien de comprendre les formules de la solidité, de l'eccentricity, minor axis length, major axis length. Donc, major axis et minor length, minor axis length. Si je prends donc ce polype par exemple, donc pour avoir les caractéristiques qu'on cherche, c'est area, donc c'est le nombre de pixels blancs dans notre image. Major axis length, c'est la taille de la ligne la plus longue qui traverse notre objet. Et minor axis, c'est la longueur de la ligne ou du segment le plus petit qui traverse notre objet. Mais bien sûr, qui traverse notre objet en passant par l'origine.
voilà, donc minor axis et major axis. Solidity, donc solidity, c'est le taux de concavité, de convexité de notre forme. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'orientation, donc de quel côté est orientée notre forme, donc ça c'est un l'angle d'orientation. Eccentricity, ça c'est très lié à la solidité. Height and width, ça c'est facile, donc la longueur de la boîte englobante et la largeur de la boîte englobante qui couvre l'objet. Ça, donc, c'est facile à comprendre, mais on n'a pas forcément besoin d'implémenter ça. On a le code dans OpenCV, dans la librairie OpenCV, on a déjà des métriques donc, qui extrait bounding box et qui extrait les caractéristiques de cette bounding box. Donc, si on a ce segment dans notre image qui est en blanc, donc on va juste extraire bounding box de ce segment et on va extraire ses propriétés à l'aide de region props, des propriétés de la région connexe. Ça, c'est les caractéristiques de forme. À ces caractéristiques de forme, si je reviens sur l'article, on a combiné des caractéristiques profondes. Les caractéristiques profondes, donc ça, comment on va avoir ça? En entraînant un deep network. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser, soit utiliser directement le réseau qu'on a utilisé pour la segmentation, mais ça, ce n'est pas très intéressant, soit utiliser un réseau de classification, l'entraîner et prendre la dernière couche, qui est la couche fully connected, et la combiner à ces caractéristiques. Donc, ce qu'on va avoir, donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a 8 caractéristiques de forme. Et là, on va essayer d'extraire les caractéristiques profondes. Et comment on fait ça? Donc, entraîner un modèle profond et prendre la dernière couche. Alors là, pareil, donc, soit entraîner, soit utiliser un réseau déjà entraîné. Mais déjà entraîné sur la tâche du polype, sur la tâche de la classification des polypes. Donc, une fois qu'on aura ça, une fois qu'on aura eu notre ensemble de caractéristiques, donc étape 4, classifier. Et là, on va utiliser deux types de classification. Donc, classification en utilisant un réseau profond et classification en utilisant les caractéristiques extraites. Alors, je reviens. Et enfin, donc, si on fait les deux, comparer les résultats. Et là, caractéristiques extraites, ce qu'on va utiliser, c'est les algorithmes classiques. À savoir tout ce qu'on a fait. Donc, KNN, SVM, réseau de neurones et arbre de décision. Et là, donc, utiliser les librairies. Donc là, on n'a pas besoin forcément de réentraîner ou de... Enfin, on a besoin d'entraîner, hein, utiliser les librairies pour entraîner et classifier. Et là, donc, on n'a pas besoin d'utiliser les implémentations qu'on a déjà fait, mais si on veut utiliser nos propres implémentations, là aussi, il n'y a pas de souci, on peut utiliser nos propres implémentations. Sinon, si on veut être sûr de l'implémentation ou si on veut gagner du temps parce que les librairies, c'est plus rapide, donc on va utiliser sklearn ou bien TensorFlow ou bien ce que vous voulez. Donc, exemple, sklearn. Et là, on peut directement utiliser le code qu'on a fait durant le TP1. Donc là, il n'y a pas de problème. Comparer les résultats en termes de mesure de performance. Mesure de performance, on a vu true positive, matrice de confusion, true négative, etc.
Voilà, donc c'est ce qui est demandé dans votre projet. Maintenant, comment le faire? Les caractéristiques de forme, ça on a vu. Donc, la segmentation, on va parler de unit. Les caractéristiques, comment extraire les caractéristiques profondes, ça aussi on va en parler. Et comment utiliser une classification utilisant un réseau de neurones. Alors, le réseau de neurones qu'on va utiliser pour extraire les caractéristiques peut être le même réseau qu'on va utiliser pour la classification. C'est-à-dire, pour extraire les caractéristiques profondes, on a besoin de faire un entraînement. Et l'entraînement va se faire sur la tâche de classification. Donc, ce qui est défini dans l'article, c'est qu'ils sont en train d'utiliser VGG 16 et VGG 19. Je reviens. VGG 9, VGG 19. Et pareil, donc classification profonde avec VGG 16 et VGG 19. Utiliser le même entraînement. Bon, j'ai perdu ma connexion sur ma machine. Je vais essayer de partager ma capture. C'est bon. Donc, extraction des caractéristiques. Donc, comment on extrait nos caractéristiques? On extrait nos caractéristiques en faisant un entraînement, en utilisant un réseau de neurones profonds tel que VGG 16 et VGG 19. Et lorsqu'on termine notre entraînement, on définit un nombre d'itérations. Lorsqu'on termine de faire notre entraînement, on va prendre la dernière couche, l'avant-dernière couche. L'avant-dernière couche qui est la fully connected. Donc, je reviens sur l'article. C'est ce qui est proposé sur l'article. Donc, VGG 16, VGG 19. Notre image en entrée, ça va être la taille que nous, on va choisir. Donc, ce n'est pas de 224 x 224, mais ça va être la taille. Non, c'est 224 x 224 parce que VGG 16 prend une image de 224 x 224. Donc, ça va être l'image en entrée 224 x 224. Et ensuite, on fait donc l'entraînement pour la tâche de classification qu'on a en utilisant les réseaux de convolutifs VGG 16 et VGG 19. Et ensuite, on va essayer de prendre la dernière couche, qui est une couche de 4096, qu'on va utiliser comme vecteur caractéristique. Le vecteur caractéristique, exactement comme on a fait durant le semestre. Ce qui est fait ici dans l'article, c'est de prendre ces 4096, qui est la dernière couche complètement connectée. Une seconde, pourquoi il y a un ou un M denote the number of training examples? Finally, extracted features are reshaped based on their training samples. The number of extracted features for both models of size. Both vectors are fused in one matrix. Selected process is performed to best feature selection. Donc, on va prendre les caractéristiques 4099 et 4099 et on va essayer de construire une matrice. The selected features are fed to a classifier for saving a trained model. Thereafter, the trained model is utilized for testing the process. Voilà, donc les features des CNN, c'est 1 fois 4096, donc la dernière couche complètement connectée, et ceux de VGG 19, c'est aussi 1 fois 4096. Ce qu'ils vont faire ensuite, c'est de prendre ces 4096 et les autres 4096 et faire un 3 x 3 max pooling. Max pooling, c'est quoi? C'est de prendre la valeur maximale d'une matrice de 3 x 3. Donc là, ils expliquent pourquoi ils utilisent un average pooling. Voilà, donc voici le réseau. Donc on met en entrée une image. Cette image, on lui applique une convolution. Une convolution, donc ça c'est le principe de
du réseau de neurones convolutifs. Donc, c'est quoi un réseau de neurones convolutifs? Et ça, c'est donc la leçon d'aujourd'hui. Un réseau de neurones convolutifs, c'est un réseau de neurones, ça ressemble à un réseau de neurones classique, sauf que on va utiliser des filtres de convolution au lieu des paramètres. Donc, si je reprends notre exemple, et je pense que j'ai déjà expliqué ça, mais c'est toujours bon de réexpliquer. Donc, ça, c'est notre image originale, une certaine image. Dans un réseau classique, si cette image est une image sur 3 canaux, et là, je suis en train de parler votre langage. Hein. Tout ça, on sait. Les canaux d'une image, ça, on sait. On l'a déjà vu. Donc, imaginez ça que c'est une image qui a 3 canaux R, G et B. Donc, ça, c'est notre R. Ça, c'est notre G, ou green, ou bien vert. Et ça, c'est notre B. Si on était sur un algorithme classique qu'on a vu dans le S2, un algorithme, un réseau de neurones, celle qu'on a vue pour la classification des manuscrits, ça, on va le transformer en vecteur. Premier vecteur. Ça, on va le transformer en deuxième vecteur et on les concatène si on veut utiliser les 3 canaux. Ce qu'on a utilisé, nous, c'était une image en niveau de grille. Donc, on avait seulement un vecteur et on avait fait, en fait, un flattening. On a pris notre image qui était 20 fois 20 et on en a construit un vecteur qui était de 400, de 400 lignes et d'une colonne. Maintenant, on a 3 images, donc on fait le flattening de la première, le flattening de la deuxième et le flattening de la troisième, du troisième canal. Et on va obtenir un long vecteur. Ce long vecteur, on va lui définir les paramètres et le nombre de nœuds dans la prochaine couche. Donc, chaque pixel ici va être multiplié avec le voisin, avec un poids et combinaison linéaire. Tout ça, on a déjà vu. Et ainsi de suite jusqu'au dernier nœud. Voilà. Pour le deuxième nœud, donc pareil, je multiplie. Et là, on aura donc les paramètres qui sont là, W11, W12, W13, donc tout ce qu'on a fait durant le TP des réseaux de neurones. Ce qui va différer avec les réseaux de neurones convolutifs, c'est que je ne vais pas faire le flattening d'abord, mais je vais commencer par faire du filtrage, une convolution. Je vais commencer par faire des convolutions. Donc, je choisis un filtre de 3 x 3. Par exemple, là, je peux choisir 5 x 5, je peux choisir 7 x 7, je peux choisir ce que je veux. On a juste besoin que ça soit impair. D'accord? Parce que la convolution, donc on a généralement besoin de chiffres impairs pour les pixels centraux. Donc, je vais supposer que j'ai seulement 2 filtres convolutifs à la deuxième couche. Et là, j'ai une couche de sortie. Et là aussi, je définis combien de couches de sortie je vais avoir. Donc, j'ai 2 noyaux qui sont des filtres de convolution et je vais faire une convolution de cette image. Donc, je fais la convolution de cette image avec ce filtre, la convolution de cette image avec ce filtre, la convolution de cette image avec ce filtre. Je fais l'addition et je vais obtenir cette image. Je fais la même chose avec ce filtre. Et ça va me donner cette image. Donc, comment je fais? Donc, je prends ce filtre, je fais la convolution, j'obtiens une matrice. Je prends ce même filtre, je fais la convolution avec cette image et je vais obtenir une deuxième matrice. Cette matrice, je vais additionner donc l'image convoluée du rouge plus l'image convoluée du vert plus l'image convoluée du bleu. Et du coup, j'aurai une image en sortie qui aura donc ça dépendra si je rajoute du padding ou pas. Et ça, on a vu donc durant le S1. Si je rajoute du padding, j'aurai une image qui a la même taille que l'image en entrée. Si je ne rajoute pas de padding, je vais perdre, ça dépend, une dimension, deux dimensions, trois dimensions selon la taille du filtre ici. Donc ça, c'est le réseau de neurones classique, réseau de neurones convolutif. Donc, appliquer une convolution et faire une combinaison linéaire. Donc, le nombre de nœuds dans la couche de sortie. Donc,
précédemment, dans les réseaux de neurones, dans notre cours, on a vu que chaque nœud, c'est un scalaire. Maintenant, chaque nœud, c'est une matrice. Ce n'est pas un scalaire. Donc ça, c'est mon premier nœud, ça, c'est mon deuxième nœud. Et dépendant du nombre de filtres que j'ai, j'aurai un certain nombre de nœuds qui sont des matrices, qui sont aussi des images. Et si on fait l'affichage ici, si à ce niveau, on fait un affichage de ces matrices, on va voir quelque chose qui ressemble à l'image convoluée avec peut-être un filtre gaussien ou un filtre médian ou quel que soit, donc, ou un filtre Sobel. Ça ressemblera un petit peu à ça. Pourquoi? Parce que dans les premières couches, on va souvent trouver des descripteurs de bas niveau. Et plus on avance dans les couches, plus on aura des descripteurs de haut niveau. Donc là, on a compris la couche de convolution. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Hein. Moi, j'ai tendance à beaucoup parler quand il s'agit de réseaux de neurones, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer et il y a beaucoup de choses à voir. Et j'imagine que tout ça, vous connaissez déjà. Donc, on a obtenu une image et on appelle ça feature map. Feature map, c'est ce qu'on va voir. On va voir les caractéristiques les plus pertinentes, les plus saillantes. Ah, OK. Je reprends mon partage. Voilà, donc ça, c'est la première couche de convolution. Et lorsque je définis une architecture d'un réseau de neurones profond, je définis justement combien de couches j'ai et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mes couches. Donc, combien de couches convolutives, combien de couches de max pooling, combien de couches d'activation, etc. Alors, les fonctions d'activation, on ne va pas utiliser, comme on a déjà vu dans les réseaux de neurones, à chaque fois la sigmoïde. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes avec la sigmoïde. La sigmoïde, comme d'autres fonctions d'activation qu'on va essayer de voir durant ce cours et durant tous les prochains cours, souffre de quelque chose qui s'appelle vanishing gradient. C'est quoi vanishing gradient? C'est que lorsque j'utilise une sigmoïde, je vais propager un gradient qui sera de plus en plus petit et de plus en plus petit jusqu'à être presque égal à zéro ou égal à zéro. Et du coup, on va se retrouver à faire des entraînements où on n'est même pas en train de mettre à jour nos paramètres. Donc, généralement, dans les couches du réseau de neurones, on va préserver la fonction sigmoïde, peut-être à la fin, ou peut-être ne même pas l'utiliser. Donc, on a une couche, donc l'entrée, donc c'est nos images originales. La couche convolutive, on commence à avoir des feature maps, où c'est simplement des images auxquelles on a appliqué une convolution, ni plus ni moins. Une fois qu'on aura ça, on peut définir une couche de max pooling. Pourquoi on utilise le max pooling et c'est quoi le max pooling? Donc, max pooling, average pooling, whatever pooling. Pooling, c'est quoi? On prend notre image et on remplace une fenêtre par une seule valeur. Et ce que ça a comme effet, donc, si je prends ça, si je prends cette image, je prends l'exemple du max pooling, on prend la valeur maximale. Dans average pooling, on prend la moyenne. D'accord? Max pooling, on prend une fenêtre, je choisis la taille de ma fenêtre, 3 x 3, 5 x 5, 7 x 7, et je prends la valeur maximale ici, et je la mets dans mon premier pixel. Et je continue, est-ce que j'ai un stride ou pas? Donc, de combien de pas je vais avancer? Donc, si j'ai une image ici, donc ça c'est mon image, je vais faire un max pooling, donc je vais prendre des zones, des fenêtres de 3 x 3. Et je prends la valeur maximale de toutes ces valeurs et je vais la mettre dans mon image résultante. Donc, premier pixel, je vais mettre la valeur maximale. Ensuite, je vais définir un saut ou le padding. Donc, de combien de pas je vais avancer.
je vais prédire que je suis en train d'avancer avec un pas de 1. Donc, je vais prendre la deuxième. Alors, je vais mettre une couleur plus claire. Donc, je prends la deuxième fenêtre, qui est celle-ci, et je prends la valeur maximale de ces 3 fois 3 pixels, donc 3 fois 3, 9 pixels, et je vais la mettre dans la deuxième valeur de ma matrice résultante. No, max pooling, c'est pour les calculs. D'accord? Max pooling, c'est pour réduire les computation. C'est pour réduire les calculs. D'ailleurs, c'est ma question pour vous. À votre avis, lorsque j'applique un max pooling, donc on a vu le principe du max pooling, on prend une fenêtre de 3 fois 3 et on prend la valeur maximale et on la dépose sur la matrice nouvelle. À votre avis, quelle sera la taille de cette matrice nouvelle? Est-ce qu'elle sera la même taille que la matrice originale avant max pooling ou elle sera différente? Très bien. Très bien, elle sera plus petite. Qui m'a dit la même? Ahlam, c'est pas la même. Donc, je suis en train en train de prendre la valeur maximale d'une fenêtre de 3 fois 3 pixels et je la mets dans la première valeur. Je continue. Donc, le deuxième, j'ai mis la max. Donc, la deuxième, j'ai mis et je descends. Donc, je vais prendre ces 3 fois 3. Exact. Donc, je vais prendre ces 3 fois 3, je vais mettre ici et je prends les dernières 3 fois 3 qui sont là et je vais mettre ici. Donc, au final, je suis partie d'une image 4 fois 4 à une image 2 fois 2. Parce que j'ai pris le max de 3 fois 3, d'une fenêtre de 3 fois 3. On perd de l'information, oui. Ce n'est pas la même, non, parce que je suis en train de prendre une seule valeur d'une fenêtre de 3 fois 3. Et effectivement, on perd de l'information, mais donc c'est un compromis qu'on est en train de faire. Et on a vu en pratique que ça permettait d'avoir même de meilleurs résultats. On a des matrices plus petites, on gagne en performance, on gagne en temps de calcul, et les expérimentations ont montré qu'on peut avoir une meilleure précision en utilisant donc ces techniques de max pooling. Max pooling, maintenant je remplace max pooling par average pooling, et c'est exactement la même chose, sauf que je ne prends pas la max de la fenêtre 3 x 3, mais je vais prendre la moyenne de la fenêtre 3 x 3. Pooling, max pooling baisse la résolution qualité très bien. Ça aide à mieux entraîner le modèle, genre ça permet au modèle de reconnaître l'image même si elle est de mauvaise qualité. Non, non, c'est pas pour reconnaître l'image même quand elle est de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que l'image en entrée, on n'a pas fait de max pooling à l'image en entrée. On a traité directement l'image en entrée. Donc, si l'image en entrée est de mauvaise qualité, on aura le même résultat avec le max pooling que sans le max pooling. On ne sait pas où le polype est. Le polype, par exemple, pour le calcul, c'est vrai, on aura moins de temps, mais on ne peut pas savoir quelle information on va perdre. Oui, on ne va pas savoir quelle information de perdre. Alors, je reviens juste sur la question de Samy. Je ne dirais pas que c'est pour améliorer la qualité lorsque l'image est de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que votre entrée, c'est une taille fixe. Et ça dépend de votre image originale. Et généralement, dans les réseaux de neurones convolutifs, on a besoin de taille fixe. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même principe qu'un réseau de neurones classique. Donc, pour chaque exemple, on aura besoin de la même taille parce que cette même taille va subir les mêmes traitements. Donc, si je définis que pour VGG, j'ai une taille de 235 fois 235 fois 3, donc ça va rester 235 fois 235 fois 3. Cette image 235 fois 235 fois 3 va être, on va lui appliquer la convolution, la première convolution. Donc à la première couche, je n'applique pas encore un max pooling. J'applique d'abord la convolution pour extraire les caractéristiques, puis je fais un max pooling. Puis j'avance.
Je ne sais pas si c'est clair, Samy, par rapport à la mauvaise qualité. On n'est pas en train de perdre la mauvaise qualité dès la première couche. Très bien. On ne connaît pas quelle information on va perdre. Oui, oui, Amayas, on ne connaît pas quelle information on est en train de perdre, mais en fait, on est juste en train de perdre une petite information. Euh, donc, si je fais un max pooling, en fait, je suis juste en train de perdre les contours de mon image, n'est-ce pas? Donc, euh, je l'ai perdu et je l'ai perdu à la deuxième couche. Donc, si mon filtre est de 3 fois 3, je suis juste en train de perdre la première ligne de mon image, la première colonne, la dernière colonne et la dernière ligne. Et ça, pratiquement, ça n'affecte pas trop nos résultats. Et c'est pour ça qu'on applique justement le max pooling. D'accord, donc ça c'est le max pooling. Pas d'autres questions? Donc n'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment, hein. Donc max pooling, on a appliqué un max pooling. Ensuite, on va appliquer une ReLU. Alors, je reviens maintenant sur l'architecture de VGG. Je reviens sur l'article. Donc, VGG, est-ce qu'ils ont mis l'architecture de VGG? Non, pas d'architecture de VGG. On a besoin de voir l'architecture de VGG. Bon, c'est pas grave. Normalement, c'est défini ici. VGG 19. Complete architecture is having one input layer, 5 convolutional layers, 7 ReLU layers, 5 pooling layers, used only 2 times 2 size, 3. Alors ici, donc, on voit qu'on n'est pas en train de perdre beaucoup de pixels, donc c'est juste donc, chaque 2 fois 2 pixels, je vais les remplacer par leur valeur maximale. Donc, chaque 4 pixels de notre image, 3 fully connected layers, donc à la dernière couche, et 2 drop layers. On va parler de drop layers tout de suite. And softmax. Softmax, ça aussi, on doit en parler. Je préfère voir l'architecture de VGG. Donc, VGG, c'est voilà, donc ça, c'est VGG16. Donc, on a une couche de convolution d'abord. Où sont les tailles? Oui, moi aussi, j'ai perdu ma connexion. Une seconde. Alors, est-ce qu'on peut voir ça? « 224. Donc, alors, je repartage. Donc, ça, c'est notre architecture VGG. Donc, on a une image en entrée qui est de 224 fois 224 fois 3. Donc, on doit, pour notre ensemble d'apprentissage, faire un redimensionnement de toutes nos images à la taille 224 fois 224 fois 3. Ça, c'est obligatoire. Et ça, on l'a vu. Donc, dans un réseau de neurones, on a besoin, et quel que soit l'algorithme de classification, dans un algorithme de classification, on a besoin que toutes nos entrées aient la même taille. Tous les vecteurs caractéristiques ou bien toutes les matrices caractéristiques, dans le cas du réseau de neurones convolutifs, on a des matrices caractéristiques. Donc, toutes les matrices doivent avoir exactement la même taille
toutes les matrices de tous les exemples. Pourquoi? Parce que c'est une seule fonction qu'on va appliquer sur nos données. Donc, notre vecteur x doit avoir exactement la même taille. Donc, une entrée, nos 3 canaux de l'image, auxquels on va appliquer une première convolution et on va utiliser 64 filtres de convolution. Donc, on voit bien ici le chiffre 64. Donc, le chiffre 64 nous dit que je vais avoir, donc, je vais faire 64 convolutions. Si je reviens sur mon image ici, donc j'ai une image RGB et là j'ai donc 64 filtres. Donc en fait, je vais avoir 64 images résultantes qui sont chacune de 224 fois 224 fois 64. 224 fois 224 fois 64 parce que le filtre de convolution est de taille 1 fois 1. Est-ce que c'est ça? Pourquoi ça n'a pas changé? Ah non, non, 3 fois 3. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, notre filtre de convolution est de taille 3 fois 3. Le nombre de filtres est de 64. Donc ici, on a utilisé un padding. C'est pour ça qu'on n'a pas perdu la résolution et c'est pour ça qu'on obtient 64 images de taille 224 x 224. À ces images, on va appliquer une autre convolution, a priori. Donc, deux convolutions, une convolution suivie d'une autre convolution. Et c'est après ces deux convolutions qu'on va appliquer un max pooling de 2 fois 2. D'accord? Et 2 fois 2, donc, c'est notre image qu'on va diviser par 2, étant donné que je suis en train de remplacer chaque pixel par une seule valeur. Le max pooling est de 2, donc c'est ce qu'ils ont dit ici. Alors, VGG 16, pooling, 5 pooling layer, 2 times 2. Donc, à chaque fois, je suis en train de diviser la taille de l'image par 2. 224 divisé sur 2, c'est 112. 112 divisé sur 2, c'est 56, et ainsi de suite. Alors, ces images que j'aurai en sortie de mon max pooling, qui sont plus petites que mon image originale, on va leur faire encore 2 phases de convolution avec des filtres de 3 x 3 et le nombre de filtres est de 128. Donc 128 filtres, ça va nous donner 128 images. À ces 128 images, on va appliquer un max pooling encore une fois, donc la taille est réduite. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Trois autres convolutions, donc 3 autres convolutions ici avec des filtres 3 x 3. Un max pooling, donc je réduis encore la taille, 28 x 28. Une autre phase de convolution, 512, avec 512 filtres, donc on va obtenir 512 matrices de 28 x 28. Un autre pooling, donc je divise la taille par 2, j'aurai 14. Après ce pooling, donc on va appliquer des convolutions, donc 512 avec 512 filtres. Et 512 filtres, on va encore appliquer un max pooling et on aura donc 7 x 7, des images de 7 x 7 et on aura au final 512 images vu qu'on a utilisé 512 filtres. On aura 512 images, chaque image de taille 7 x 7. Et là, on revient à un algorithme classique de réseau de neurones. C'est exactement le même algorithme, plutôt le même réseau, la même architecture qu'on a vu durant le TP. Donc, on va faire un flattening. Donc, on a des images 7 x 7, mais on a 512 images. Donc, on va tout simplement prendre ces images et les transformer en un très, très long vecteur. Ce très, très long vecteur, c'est 7 x 7 x 512 qui va nous donner 4096 valeurs. Et ces 4096 valeurs, on va utiliser un réseau complètement connecté. Ce réseau complètement connecté, c'est finalement le réseau de neurones qu'on a vu durant le TP précédent, durant les TP précédents, durant le cours précédent. Et il y a 2 couches. Donc, le réseau de neurones classique contient une première couche qui est un vecteur de 4096 lignes et une colonne. Et on va appliquer donc un fully connected. Donc, je reviens.
Donc, on a fait plusieurs convolutions, plusieurs max pooling, et on s'est retrouvé avec un vecteur de 4096 valeurs jusqu'ici. Donc ici, de 1 jusqu'à 4096. 4096 valeurs. Et là, on va avoir une autre couche de 4096 aussi. Et ça, c'est un réseau fully connected, complètement connecté. Donc ça me donne le premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud, et ainsi de suite. Voilà. Donc, un réseau complètement connecté, exactement ce qu'on a vu en cours. Donc, première couche, deuxième couche. Et la dernière couche, c'est la couche de classification. Donc, si on prend seulement ça, si on prend seulement ce réseau comme étant un réseau de neurones classique, on aura une couche en entrée, une couche cachée et une couche de sortie qui contient 1000 nœuds. Pourquoi? Parce que le VGG à la base a été utilisé pour une tâche de classification de 1000 classes. Et ces 1000 classes, c'était donc la compétition, si vous vous rappelez, durant le tout début du premier semestre, je vous ai parlé de la compétition ImageNet qui a été lancée en 2012 normalement, par professeur Fei Fei Li, et qui a ramené, qui a regroupé des billions d'images d'Internet, qui les a étiquetées comme étant 1000 classes, chien, chat, voiture, ordinateur, camion, etc. Donc, des images naturelles. Et elle a lancé cette compétition au monde entier pour essayer de trouver le meilleur algorithme de classification sur ces billions d'images. Et parmi les algorithmes qui ont eu un très grand succès, l'algorithme VGG. Donc, l'algorithme VGG, l'algorithme AlexNet, l'algorithme ResNet, tout ça, tous ces algorithmes ont été entraînés sur ces billions d'images et ils sont aujourd'hui disponibles. On peut les télécharger, les modèles déjà entraînés, on peut les télécharger et les utiliser pour toutes les tâches de classification qu'on veut. Les tâches de classification de ces 1000 classes. Donc, la dernière couche, c'est 1000 classes. Et c'est aussi un réseau complètement connecté. Les auteurs, et nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est ces deux couches. Cette dernière couche ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que cette dernière couche, c'est une couche de 1000 classes et nous, on a besoin de classifier des polypes. Donc ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette dernière couche qui est ces deux dernières couches qui sont finalement les caractéristiques qu'on cherche. Donc, au lieu d'avoir une image de 225 que je vais transformer en un long vecteur, je vais utiliser un réseau de neurones convolutif. Je vais prendre les deux dernières couches, 4096 et 4096, que je vais concaténer l'une après l'autre. Donc, j'aurai 4096 fois 2 et j'aurai donc un très long vecteur. Et ce très long vecteur, je vais l'utiliser finalement comme vecteur caractéristique pour un algorithme de classification. Et là, l'algorithme de classification, on est libre d'utiliser un SVM, un réseau de neurones, un arbre de décision, un cas plus proche voisin, une forêt aléatoire, tout ce qu'on veut comme classifieur, du moment qu'on a déjà obtenu le feature vector, notre vecteur caractéristique. Donc, comment on obtient des feature vectors? En faisant un entraînement sur ce réseau et en prenant les deux dernières couches. Donc, je reviens sur notre article. Et c'est ce qu'ils ont exactement fait. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris ces deux dernières couches, ils les ont transformées en une matrice pour faire un autre max pooling sur cette matrice. Et ils ont obtenu une matrice plus petite qu'ils ont appelée FVME, c'est l'ensemble de caractéristiques qu'ils vont utiliser pour la classification. Voilà. Ils ont utilisé aussi une autre étape ici qui est la réduction de la dimensionnalité. Pourquoi? Parce qu'on a 4096 fois 2
même avec un max pooling, ça reste un chiffre très grand de caractéristiques. Donc, ils ont utilisé une réduction de dimensionnalité pour ne garder que les caractéristiques dont ils ont besoin. Là, cette étape, ce n'est pas obligatoire, donc je vais ça noter aussi. Donc, pas besoin de faire une réduction de dimensionnalité. Non, non, ils n'ont pas utilisé PCA. Oui, PCA, c'est l'une des méthodes de la réduction de la dimensionnalité. Eux, ils ont utilisé l'entropie. Fisher et entropie. Et ça, je n'ai pas envie que vous rentriez dans ça. Il y a beaucoup de fondements mathématiques derrière. Donc ça, ce n'est pas la peine. Trop de maths pour le moment. Donc ça, on ne va pas utiliser, mais jusqu'ici, donc ça, tout ça, on peut le faire. Voilà, dernière étape. Donc là, quand on fait ça, quand on utilise BGG, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer la dernière couche. Donc je reviens sur mon image. Ce qu'on va essayer de faire, du moment qu'ici, on a 1000 classes, nous, on va essayer d'enlever ces 1000 classes et les remplacer par les classes dont on a besoin, qui sont les classes de nos polypes. Et là, on fait notre entraînement, donc forward propagation et backward propagation sur les classes dont on a besoin, des classes de nos polypes. Donc adénoma, benign, etc. Une fois qu'on aura ça, donc on a gagné deux choses. On a gagné un vecteur caractéristique et on a aussi gagné directement une classification étant donné que l'entraînement de notre modèle va directement faire la classification sur la dernière couche. Donc, en gros, ce qu'il y a à faire, le gros travail qu'il y a à faire, c'est de prendre votre réseau VGG, c'est de remplacer la dernière couche par le nombre de classes qu'on a et c'est d'entraîner le modèle. Et comment on entraîne le modèle? Avec les librairies, ça, on n'a pas besoin d'utiliser notre propre implémentation de l'entraînement d'un réseau de neurones convolutifs. Les librairies font très bien ça. Donc, on va juste appeler notre fonction fit. Voilà, et avec ça, et là, donc, en utilisant la classification et les taux qu'on a obtenus avec VGG entraîné, et le taux qu'on a obtenu en utilisant seulement les deux dernières couches comme vecteurs caractéristiques, on va les comparer et on va voir donc la précision, le rappel, la matrice de confusion, etc. Voilà. Ce qu'on a comme données, ce qu'on a comme contenu. Donc, le contenu qu'on a, c'est la base de données qui vacille. Et ça, normalement, je l'ai déjà ouvert, mais ce n'est pas grave, je vais ouvrir ça encore une fois. K-Vacil, donc K-Vacil, c'est pour la segmentation. Si on veut, non, ce n'est pas pour la segmentation. Ça, c'est pour la classification normalement. Donc, voici les classes qu'on a, donc Z-Line, Pylorus, CSAM, etc. Donc, ici, on va essayer juste d'analyser les classes et on va regrouper nos données si on a besoin de regrouper, par exemple, donc là, ce que j'accepte, si vous voulez faire le projet, bien sûr, ce que j'accepte, c'est classification de toutes ces classes ou bien d'un sous-ensemble de classes, mais on aura besoin au moins de deux classes, au moins une classification binaire. Donc, classifier au moins en deux classes. Donc, on prend nos données et on essaie de faire une classification en utilisant les réseaux de neurones convolutifs et en utilisant les algorithmes classiques. Et on va essayer juste de comparer les deux. Et encore une fois, pour les algorithmes classiques, on va utiliser des caractéristiques. Ce qui serait intéressant aussi ici, c'est d'utiliser seulement les caractéristiques classiques avec les algorithmes classiques. Donc, de concaténer ou d'utiliser seulement les caractéristiques et on essaie un petit peu de voir quel est l'algorithme le plus performant. Alors, vous êtes libre de chercher, mais toujours dans le cadre de la classification de polypes. C'est important, la classification de polypes.
Donc, vous avez déjà, j'avais normalement collecté. Attendez, je vais essayer de voir ce que j'ai déjà collecté. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, un moment. Dataset. Non, c'est pas ça. Piccolo, dataset open. Non. Colonoscopie. Non. Dataset, voilà. Alors, je repartage. Et normalement, on a terminé notre heure. Je vais juste profiter juste un petit peu. Alors, donc, on a CVC, ça c'est pour la segmentation. On a CVC colon segmentation masks, pareil, donc c'est pour la segmentation. On a KVACIR, ça c'est étiqueté. Finding, donc les findings, c'est la classe du polype. What else? Annotated. Alors, several classes. Ici aussi, donc, on a several classes. Qu'est-ce qu'on a ici? Hyperkvacier, segmentation, and finding. Ce qui nous intéresse ici, c'est les datasets avec segmentation and finding. Pourquoi? Parce que si on veut faire la segmentation en utilisant UNet, ça c'est apprécié, on va avoir et le masque de segmentation et la classe du polype en même temps. C'est pas comme CVC, parce que CVC, la première dataset CVC, donc c'est seulement pour la segmentation. Donc on a seulement les masques de segmentation et on n'a pas la classe du polype. Mais Vacir et gastro. Ah, pardon. Oula, j'ai refusé Amayas. Comment je peux la rajouter? Ajouter. Bon, si vous avez le contact, j'ai juste cliqué par erreur sur rejeter Amayas. Si vous avez contact, demandez-lui de entrer. Donc, ici, donc, on a une segmentation et une classification en même temps. Image and video annotated and segmented. Annotated and segmented, ce qu'on veut, c'est des images annotées et segmentées en même temps. Image and their classes of finding. Ici, on a juste les classes. Videos classified into categories. Donc, pareil, on a une classification ici. Videos classified into findings, pareil. Ici, CVC, encore une fois, c'est juste la segmentation. Et la dernière, je ne me rappelle pas. Ah, ça c'est juste paper. Donc, ça, c'est les bases de données qu'on a de la classification et de la segmentation de polypes. Voilà. What else? Madame, dans CNN, il y a 2 entraînements, l'un pour extraire et le deuxième pour la classification. On peut faire tout en une seule phase. Il n'y a pas de souci, on peut faire tout en une seule phase. Qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer? Donc ça, c'est notre exemple. Alors, on a des mesures d'évaluation de segmentation qu'on peut trouver ici. Les fonctions d'activation, ça, je voulais avoir le temps pour le voir. Et des codes, je voulais discuter avec vous quelques codes. Mais ça, on peut encore voir ça le mercredi. Alors, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il nous reste l'apprentissage profond. Donc, aujourd'hui, on a vu rapidement un petit peu de théorie. Mercredi, Inch'Allah, on va essayer de voir de la pratique avec des vrais codes déjà implémentés et on va aller étape par étape sur les codes
et voir chaque ligne de code, ce qu'elle est en train de faire. Et sachez qu'en apprentissage profond, on a des codes chaque jour, je pense jusqu'à des millions de codes par jour qui sont postés et qu'on peut analyser, qu'on peut utiliser. Les auteurs donnent ça gratuitement pour ceux qui veulent les utiliser. Alors, j'ai une question, madame, entre VGG 16, 17, ils ont 19, 16 et 19, ils ont réentraîné que la partie fully connected ou tout le modèle. Bonne question. Bonne question. Ça, je n'ai pas encore compris parce qu'ils n'ont pas parlé, n'ont pas détaillé ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont fait tout le modèle. Et là, je dois essayer de me rappeler, est-ce qu'on peut entraîner seulement la dernière couche? Mais si on entraîne la dernière couche, c'est qu'on a besoin de la dernière couche pour faire la propagation du gradient. Et j'arrive pas à voir comment on peut entraîner sans avoir la vérité de terrain. On peut geler la dernière couche, mais est-ce qu'on peut entraîner seulement? Non, je ne sais pas. Ici, c'est un peu louche ce qu'ils ont fait, mais moi, je vous propose d'entraîner le goal, c'est-à-dire de l'entrée jusqu'à la classe et de faire la propagation en arrière. Donc, entraîner tout votre réseau pour avoir les bonnes. Mais bien sûr, donc, remplacer la dernière couche, qui est la couche de 1000 classes, par la couche de nombre de classes que vous allez choisir, avec vos propres données. Je vais essayer de chercher ça d'ici la prochaine séance. Normalement, il y a les techniques de geler une couche, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de la classe? Normalement, non. Normalement, on a besoin d'une vérité terrain. Oui. Madame, j'ai une question à propos de l'entraînement. Oui. Ils ont utilisé deux modèles, ils ont combiné transfer learning. Maintenant, les modèles sont entraînés à ImageNet, je suppose. Répétez, Amayas. L'entraînement. Je ne sais pas de la partie totalement connectée, je parle de la première partie. OK. La première partie, Winken feature, ils vont extraire caractéristiques, puis ils vont créer le vecteur avec flatten. Les poids qu'on charge les modèles, les poids sont entraînés sur ImageNet. Yes. Donc, je suppose qu'ImageNet n'ont pas d'image de polype, ou je ne sais pas, hein, dans beaucoup de classes, mais les poids sont chargés totalement على deux modèles هذوك وحدهم بعد نديروا لونطرينمون تاع لا dernière Amayas, répétez, il y a des coupures. Au début, il y a eu des coupures. Donc, j'ai compris jusqu'à ça a été, VGG a été entraîné sur ImageNet. Oui, on est d'accord sur ça. Les poids, c'est les poids relatifs à ImageNet. Ensuite, D'accord, donc il se peut que ImageNet, même si elle est grande, ils n'ont pas nos classes, des pas polys. du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement différent. Oui, donc il faudra aussi rentraîner euh, les couches convulsions, tu as VGG 16 et VGG 19. Il faut qu'ils C'est aient ce nos qu'on poids aussi. appelle, c'est ce qu'on appelle transfer learning, apprentissage Oui, par transfert. c'est pour ça, ils doivent aussi les réentraîner. Ils sont Tout à pré-entraînés, fait. mais on n'a pas les. Oui, oui, c'était ma En- question. Donc il faudra entraîner dans les deux cas, même totalement connecté ou les deux même fois. Bien sûr, bien sûr. Il faut réentraîner pour avoir la couche de caractéristiques. Maintenant, si vous trouvez un modèle déjà entraîné de classification du polype, là, on appelle domain transfer learning. C'est-à-dire qu'on est en train de transférer des poids et de réentraîner un modèle qui a été entraîné sur une tâche qui ressemble à la nôtre. Donc, ça, c'est intéressant aussi.
la classification, on peut faire du transfer learning sur un modèle qui génère des visages, GAN, pour générer les corps en entier. Est-ce que ça marche mieux en termes Oui, oui, d'économie je de comprends. temps? Est-ce que ça marche mieux en termes d'économie en temps d'entraînement ou bien mieux vaut juste faire un trait from scratch? Non, non, il faut faire. C'est toujours plus intéressant. Bon, c'est l'état de l'art qui le dit. C'est l'expérimentation qui nous dit que c'est toujours plus intéressant d'utiliser un modèle déjà entraîné et de faire un fine-tuning, ou fine-tuning synonyme pour transfer learning, que utiliser from scratch. Ça, je pense qu'il y a plusieurs articles aussi qui parlent de ça. Bon, je peux, si vous voulez, donc envoyez-moi un email, je peux vous envoyer un ou deux articles qui parlent de l'importance et de l'efficacité de l'apprentissage par transfert, au lieu d'utiliser un apprentissage from scratch. En général, il est pre-trained. De rien. En général, qu'est-ce qui est pre-trained, Ahlam? VGG est pre-trained, oui, il est pré-entraîné. VGG 16, VGG 19, oui, il y a beaucoup de modèles qui sont déjà entraînés. Donc, vous pouvez les prendre et utiliser un apprentissage par transfert. Donc, je vous propose de revenir vers cet article pour voir, pour vous inspirer, mais on ne va pas vraiment être contraint d'utiliser cet article. Je voulais aussi parler de UNET, UNET qui est un auto-encoder qui fait la segmentation, mais je pense qu'on va essayer euh, de voir ça en détail durant le TP. Caractéristiques. Voilà, normalement, en gros, c'est votre projet. Vous voulez décider, vous voulez attendre mercredi pour décider, vous voulez décider maintenant, c'est comme vous voulez. Mais je pense que c'est quand même. Alors, même si vous ne voulez pas que ça soit noté, ou si vous voulez que enfin, si vous ne voulez pas que ça soit noté, euh, mais vous voulez quand même le faire, moi je vous encourage à le faire parce que c'est très intéressant à faire et ça vous permet de toucher à quelque chose qui est vraiment de tendance. C'est vraiment, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Euh, et pour l'année prochaine, Inch'Allah aussi, si pour votre projet de fin d'études, vous aurez déjà une compétence et une grande expérience. Voilà, je pense que j'ai pris du temps de Monsieur Larabi. Plus de questions? Ça va? Très bien, très bien. Donc, je vous remercie. Bonne journée à vous et à mercredi, Inch'Allah.